L'énergie, une entité omniprésente et fondamentale, constitue le pilier invisible sur lequel repose l'intégralité de notre univers. Elle n'est pas une substance palpable, mais plutôt une propriété abstraite des systèmes, une capacité d'accomplir un travail, de provoquer un changement, d'engendrer une transformation. Sa nature intrinsèque réside dans sa potentialité à modifier l'état des choses, à mouvoir des objets, à réchauffer des corps, à éclairer des espaces. Sans elle, l'inertie régnerait en maître, le cosmos serait figé dans une immobilité éternelle et l'existence telle que nous la connaissons serait inconcevable. Depuis les premiers instants de la genèse de l'univers avec le Big Bang, l'énergie a été le moteur incessant de son expansion et de son évolution. Elle a structuré la matière en étoiles et en galaxies, alimenté les réactions nucléaires qui ont forgé les éléments et permis l'émergence de la vie. Sur Terre, l'énergie solaire, captée par la photosynthèse, soutient la biosphère, transformant la lumière en sucre, nourrissant les plantes et, par extension, l'ensemble de la chaîne alimentaire. L'énergie géothermique chauffe l'intérieur de notre planète, provoquant la tectonique des plaques et l'activité volcanique, sculptant ainsi la surface terrestre. Les vents et les courants marins sont des manifestations de l'énergie cinétique, animant l'atmosphère et les océans, distribuant la chaleur et l'humidité à travers le globe. L'énergie se manifeste sous de multiples formes, chacune ayant ses propres caractéristiques et ses propres mécanismes de transfert. L'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, est observable dans le déplacement d'une voiture, le vol d'un oiseau ou le courant d'une rivière. Plus un objet est lourd et rapide, plus son énergie cinétique est élevée. L'énergie potentielle, l'énergie stockée en raison de la position ou de la configuration, se décline en plusieurs sous-catégories. L'énergie potentielle gravitationnelle est présente dans un objet en hauteur, prêt à tomber. L'énergie potentielle élastique est emmagasinée dans un ressort comprimé ou une bande de caoutchouc étirée. L'énergie thermique, la chaleur, est le résultat du mouvement aléatoire des atomes et des molécules. L'énergie chimique est stockée dans les liaisons moléculaires et libérée lors de réactions, comme la combustion du bois ou la digestion des aliments. L'énergie électrique est associée au mouvement des électrons, tandis que l'énergie nucléaire est enfermée dans le noyau des atomes. La science de l'énergie, la thermodynamique, est régie par des principes fondamentaux dont le premier et le second principe sont d'une importance capitale. Le premier principe, également connu sous le nom de principe de conservation de l'énergie, stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle ne peut que se transformer d'une forme à une autre. Ce principe est une pierre angulaire de la physique, garantissant la permanence de la quantité totale d'énergie dans un système isolé. Par exemple, lorsqu'une pomme tombe d'un arbre, son énergie potentielle gravitationnelle se convertit en énergie cinétique. Lorsqu'une batterie se décharge, l'énergie chimique qu'elle contient est transformée en énergie électrique. Le second principe de la thermodynamique introduit la notion d'entropie et de dégradation de l'énergie. Il énonce que dans tout processus spontané, l'entropie d'un système isolé tend à augmenter, ce qui signifie que l'énergie se dégrade progressivement en forme moins utile, souvent sous forme de chaleur dissipée. Cela implique qu'il est impossible de convertir l'énergie d'une forme à une autre avec une efficacité de 100% et que toute transformation s'accompagne d'une perte inévitable sous forme de chaleur irrécupérable. La compréhension de l'énergie n'est pas seulement une question de physique théorique, elle a des implications profondes pour la technologie et la société. L'humanité, depuis ses origines, a cherché à maîtriser et à exploiter l'énergie pour améliorer ses conditions de vie. La découverte du feu, il y a des centaines de milliers d'années, a marqué une étape fondamentale, permettant de se chauffer, de cuire les aliments et de se protéger des prédateurs. L'invention de la roue a mis à profit l'énergie mécanique pour faciliter le transport. La révolution industrielle au XVIIIe siècle a été rendue possible par l'exploitation massive de l'énergie des combustibles fossiles, principalement le charbon, qui a alimenté les machines à vapeur et les usines. Par la suite, le pétrole et le gaz naturel sont devenus les principales sources d'énergie, propulsant les véhicules, les avions et générant l'électricité. Au XXIe siècle, la consommation énergétique mondiale a atteint des niveaux sans précédent, alimentant une population croissante et une économie globalisée.
Cependant, cette dépendance aux combustibles fossiles a des conséquences environnementales majeures, notamment le réchauffement climatique, dû aux émissions de gaz à effet de serre. Cela a conduit à une prise de conscience mondiale de la nécessité de développer des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique. Ces sources d'énergie, bien que non illimitées, se régénèrent à l'échelle de temps humaine ou sont intrinsèquement durables. La question de la capture, du stockage et de la conversion de l'énergie est au cœur des défis technologiques actuels. Les batteries, par exemple, sont des dispositifs électrochimiques qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique et vice-versa, jouant un rôle crucial dans les appareils électroniques portables et les véhicules électriques. Les panneaux solaires convertissent l'énergie lumineuse en énergie électrique grâce à l'effet photovoltaïque. Les éoliennes transforment l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique puis en énergie électrique. Les centrales hydroélectriques exploitent l'énergie potentielle gravitationnelle de l'eau stockée dans un réservoir pour générer de l'électricité. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire la capacité d'accomplir un travail avec le moins de pertes d'énergie possible, est un domaine de recherche et de développement constant. Chaque avancée dans ce domaine permet de réduire la consommation de ressources et l'impact environnemental. Cela se traduit par des appareils électroménagers plus performants, des bâtiments mieux isolés, des moteurs plus efficients et des processus industriels optimisés. L'énergie n'est pas seulement une quantité mesurable, elle est aussi une force fondamentale qui sous-tend tous les phénomènes physiques. Elle est le moteur des étoiles, le souffle des vents, le cœur des organismes vivants et la base de la civilisation humaine. Sa compréhension est essentielle pour appréhender le fonctionnement de l'univers, pour relever les défis environnementaux et pour forger un avenir durable. Elle est une ressource précieuse dont la gestion judicieuse est impérative pour le bien-être des générations futures. Elle est, en substance, l'essence même de l'existence, invisible et pourtant omniprésente, silencieuse et pourtant puissante, éternelle et pourtant en constante transformation. Comprendre ses multiples facettes, ses lois régissant ses interactions, ses méthodes de transformation et d'accumulation est une quête scientifique perpétuelle qui éclaire notre monde et ouvre la voie à des innovations toujours plus audacieuses. Le stockage mécanique de l'énergie repose sur des principes fondamentaux régis par les lois de la physique classique, en particulier la mécanique newtonienne. La notion centrale est la transformation réversible de l'énergie d'une forme à une autre sans modification de sa quantité totale, conformément au principe de conservation de l'énergie. L'énergie mécanique est elle-même une macro-catégorie qui englobe l'énergie cinétique associée au mouvement et l'énergie potentielle liée à la position ou à la configuration d'un système. L'énergie potentielle se manifeste sous plusieurs formes pertinentes pour le stockage. La plus intuitive est l'énergie potentielle gravitationnelle, qui est emmagasinée lorsqu'une masse est élevée à une certaine hauteur dans un champ gravitationnel. Sa valeur est directement proportionnelle à la masse, à l'accélération de la pesanteur et à la hauteur. Un exemple typique et à grande échelle est celui des centrales hydroélectriques à pompage-turbinage, où l'eau est pompée vers un réservoir supérieur pendant les périodes de faible demande ou de production excédentaire d'électricité, accumulant ainsi de l'énergie potentielle gravitationnelle. Lorsque la demande augmente, l'eau est libérée et s'écoule à travers des turbines, reconvertissant l'énergie potentielle en énergie cinétique puis en énergie électrique. Une autre forme d'énergie potentielle est l'énergie potentielle élastique, stockée dans des matériaux déformables tels que les ressorts. Lorsqu'un ressort est comprimé ou étiré par rapport à sa position d'équilibre, une force restauratrice apparaît et l'énergie est emmagasinée dans la déformation. Cette énergie est proportionnelle au carré de la déformation et à la constante de raideur du ressort. Les volants d'inertie de nouvelle génération peuvent intégrer des systèmes de stockage d'énergie élastique, mais l'application la plus courante est celle des ressorts dans des mécanismes plus modestes, comme les jouets mécaniques ou les remontoirs de montres. L'énergie cinétique est l'énergie qu'un objet possède en raison de son mouvement. Elle est directement proportionnelle à la masse de l'objet et au carré de sa vitesse. Pour maximiser l'énergie cinétique stockée, il est donc avantageux d'augmenter soit la masse, soit la vitesse. Les systèmes de stockage par volant d'inertie illustrent ce principe. Un volant d'inertie est une masse en rotation. Plus la masse du volant est grande et plus sa vitesse de rotation est élevée, plus l'énergie cinétique emmagasinée est importante. L'énergie est stockée sous forme d'énergie cinétique de rotation, qui est une extension du concept d'énergie cinétique pour les corps en rotation. Sa formule fait intervenir le moment d'inertie du corps et sa vitesse angulaire. Un moment d'inertie élevé est obtenu en concentrant la masse loin de l'axe de rotation.
Les matériaux composites avancés, combinés à des paliers magnétiques et à des environnements sous vide, permettent d'atteindre des vitesses de rotation extrêmement élevées et de minimiser les pertes par frottement, augmentant ainsi l'efficacité de ces systèmes. Le rendement énergétique des systèmes de stockage mécanique est un facteur crucial. Il est défini comme le rapport entre l'énergie récupérée et l'énergie initialement injectée. Des pertes d'énergie sont inévitables lors des cycles de stockage et de récupération. Ces pertes peuvent être dues à plusieurs phénomènes physiques. Les frottements mécaniques dans les paliers et les engrenages sont une source de pertes majeures, convertissant l'énergie mécanique en chaleur. Les pertes par résistance de l'air ou frottement fluidique peuvent également être significatives, en particulier pour les systèmes à haute vitesse comme les volants d'inertie, d'où l'intérêt de les opérer sous vide, partiel ou total. Les pertes par hystérésis dans les matériaux élastiques ou magnétiques peuvent également réduire le rendement. La conception des matériaux, l'ingénierie des systèmes et la maintenance jouent un rôle déterminant dans la minimisation de ces pertes et l'optimisation du rendement global. La densité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie stockée par unité de masse ou de volume, est une caractéristique essentielle pour évaluer la performance d'une méthode de stockage. Pour le stockage hydroélectrique par pompage-turbinage, la densité énergétique dépend de la dénivellement et du volume d'eau. Bien que très efficace à grande échelle, la densité énergétique volumique peut être relativement faible par rapport à d'autres technologies. Les systèmes de stockage par air comprimé, CAES, en sont une illustration. L'énergie est stockée en comprimant de l'air dans des cavernes souterraines ou des réservoirs. La densité énergétique de l'air comprimé est généralement inférieure à celle d'autres formes de stockage. Pour les volants d'inertie, la densité énergétique est limitée par la résistance mécanique des matériaux et la vitesse périphérique maximale que le matériau peut supporter en raison des contraintes centrifuges. L'utilisation de matériaux à haute résistance à l'attraction et de faible densité, tels que les composites à fibres de carbone, permettent d'augmenter la vitesse de rotation et par conséquent l'énergie stockée par unité de masse. La puissance des systèmes de stockage mécanique est également un paramètre important, définissant la vitesse à laquelle l'énergie peut être délivrée ou absorbée. Les volants d'inertie se distinguent par leur capacité à fournir et absorber de très fortes puissances sur de courtes périodes, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant une réponse rapide, comme la stabilisation de réseaux électriques ou la récupération d'énergie au freinage dans les véhicules hybrides. Les systèmes hydroélectriques à pompage-turbinage peuvent également fournir une puissance significative, mais leur temps de réponse est généralement plus lent en raison de l'inertie des masses d'eau et des turbines. La durée de vie des cycles, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un système peut être chargé et déchargé avant que ses performances ne se dégradent significativement, est un avantage majeur des méthodes de stockage mécanique. Contrairement à certaines batteries électrochimiques où les cycles de charge-décharge entraînent une usure irréversible des matériaux actifs, les systèmes mécaniques, s'ils sont correctement conçus et entretenus, peuvent supporter un très grand nombre de cycles. Par exemple, les volants d'inertie peuvent atteindre des millions de cycles sans dégradation majeure car les composants ne subissent pas de changement chimique. L'usure est principalement mécanique, frottement, fatigue des matériaux, qui peut être minimisée par des conceptions robustes et l'utilisation de technologies sans contact comme les paliers magnétiques. La sécurité est un autre aspect essentiel. Les systèmes de stockage d'énergie doivent être conçus pour fonctionner de manière sûre, minimisant les risques pour les personnes et l'environnement. Pour le stockage hydroélectrique, les risques sont liés à l'intégrité des barrages et à la gestion des crues. Pour les volants d'inertie à haute vitesse, le risque principal est la rupture du rotor en cas de défaillance matérielle, ce qui pourrait libérer une grande quantité d'énergie sous forme de fragments projetés. Des enceintes de confinement robustes et des systèmes de surveillance sophistiqués sont donc nécessaires pour atténuer ce risque. Pour le stockage par air comprimé, la haute pression constitue un challenge en termes de sécurité. Enfin, l'empreinte environnementale des méthodes de stockage mécanique doit être considérée. Le stockage hydroélectrique par pompage-turbinage nécessite la construction de barrages et de réservoirs, ce qui peut avoir des impacts écologiques significatifs sur les écosystèmes aquatiques et terrestres. Les systèmes à air comprimé peuvent nécessiter de vastes cavernes souterraines, dont l'excavation ou la préparation peut avoir un impact localisé. Les volants d'inertie, en revanche, ont une empreinte spatiale relativement faible et sont composés de matériaux qui peuvent souvent être recyclés à la fin de leur vie utile, ce qui réduit leur impact environnemental global. La production des matériaux constitutifs, en particulier les composites avancés, doit également être prise en compte dans une analyse de cycle de vie. La compréhension approfondie de ces principes fondamentaux est indispensable pour la conception, l'optimisation et le déploiement des technologies de stockage mécanique de l'énergie efficaces, sûres et économiquement viables, répondant aux besoins croissants de flexibilité et de résilience des systèmes énergétiques modernes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des méthodes mécaniques d'accumulation d'énergie, en nous concentrant spécifiquement sur les volants d'inertie, une technologie qui incarne la puissance rotative. L'énergie, rappelons-le, est omniprésente dans nos vies, mais sa disponibilité et sa forme ne correspondent pas toujours à nos besoins. Les volants d'inertie, en tant que dispositifs de stockage cinétique, offrent une solution élégante à ce défi. Un volant d'inertie est, à son essence, une masse rotative conçue pour accumuler et restituer de l'énergie sous forme cinétique. Le principe est simple. Plus la masse du volant est importante et plus sa vitesse de rotation est élevée, plus l'énergie qu'il peut stocker est grande.
Cette énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse angulaire et directement proportionnelle au moment d'inertie de la masse. Cela signifie qu'une petite augmentation de la vitesse de rotation entraîne une augmentation significative de l'énergie stockée. Pour visualiser cela, imaginez une toupie. Plus vous la lancez vite, plus elle tourne longtemps. L'énergie que vous lui avez transmise à la base est stockée dans sa rotation. Historiquement, les volants d'inertie ne sont pas une invention récente. Le principe est utilisé depuis des siècles dans des applications rudimentaires. Pensez à la roue de potier qui lisse les irrégularités de l'effort manuel en emmagasinant de l'énergie pour la restituer de manière plus continue. Ou encore le rouet, où la masse de la roue aide à maintenir une vitesse de rotation constante pour le filage. Ces exemples illustrent la fonction fondamentale du volant d'inertie, réguler l'apport et la demande d'énergie, en absorbant les pics d'énergie et en comblant les creux. Cependant, les volants d'inertie modernes sont bien plus sophistiqués que leurs ancêtres. Leur conception est optimisée pour maximiser la densité d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie stockée par unité de masse ou de volume. Pour atteindre cet objectif, les ingénieurs se concentrent sur plusieurs paramètres critiques. Premièrement, le matériau. Les premiers volants d'inertie étaient fabriqués en acier ou en fonte. Ces matériaux sont robustes mais relativement lourds, ce qui limite la vitesse de rotation maximale en raison des contraintes centrifuges. Avec l'avènement des matériaux composites, tels que les fibres de carbone, il est devenu possible de construire des volants d'inertie beaucoup plus légers et résistants. Les fibres de carbone, avec leur rapport résistance-poids exceptionnel, permettent des vitesses de rotation prodigieuses, souvent dans la plage de plusieurs dizaines de milliers de tours par minute, voire des centaines de milliers pour certaines applications spécialisées. La résistance à la traction est un facteur clé, car la force centrifuge tend à éloigner la matière du centre de rotation. Si cette force dépasse la limite de résistance du matériau, le volant peut se désintégrer, un événement potentiellement dangereux. Deuxièmement, la forme géométrique. Pour un volume et une masse donnée, la distribution de la masse est cruciale. Idéalement, la majeure partie de la masse devrait être concentrée à la périphérie du volant. Cela maximise le moment d'inertie pour une masse donnée, ce qui signifie plus d'énergie stockée pour une même vitesse angulaire. Les conceptions modernes intègrent souvent des anneaux ou des disques à parois minces avec des rayons plus grands pour optimiser cette distribution. Certains volants d'inertie sont même conçus avec des formes variables qui peuvent s'étendre légèrement sous l'effet de la force centrifuge pour augmenter encore plus leur moment d'inertie à haute vitesse. Troisièmement, la vitesse de rotation. Comme mentionné précédemment, l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse angulaire. Doubler la vitesse quadruple l'énergie stockée. Cependant, augmenter la vitesse génère des contraintes centrifuges accrues, exigeant des matériaux plus résistants et des conceptions plus robustes. C'est un équilibre délicat entre la capacité de stockage et l'intégrité structurelle. Les volants d'inertie de pointe fonctionnent dans des environnements sous vide poussés pour minimiser la résistance de l'air qui pourrait autrement entraîner des pertes d'énergie par frottement et une dissipation thermique. De plus, ils sont souvent montés sur des paliers magnétiques, ce qui élimine tout contact mécanique et réduit considérablement les pertes par frottement, permettant des vitesses de rotation extrêmement élevées et une autonomie prolongée. L'énergie stockée dans un volant d'inertie peut être convertie en électricité et vice-versa, grâce à un moteur générateur électrique intégré. Ce dispositif peut fonctionner comme un moteur pour accélérer le volant ou comme un générateur pour ralentir le volant et restituer l'énergie électrique. L'efficacité de cette conversion est un aspect essentiel de la performance globale du système. Les moteurs générateurs modernes affichent des rendements très élevés, souvent supérieurs à 90%, minimisant ainsi les pertes d'énergie lors des cycles de charge et de décharge. Les applications des volants d'inertie sont diverses et en constante expansion. Dans l'industrie des transports, ils sont utilisés pour la récupération d'énergie cinétique dans les véhicules électriques et hybrides. Lorsqu'un véhicule freine, l'énergie cinétique du mouvement est généralement dissipée sous forme de chaleur par les freins. Avec un volant d'inertie, cette énergie peut être capturée, stockée, puis réutilisée pour l'accélération, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et réduisant la demande sur la batterie. Des prototypes de tramways et de bus équipés de volants d'inertie ont démontré des gains d'efficacité significatifs, parfois supérieurs à 30%, en particulier dans les environnements urbains avec des arrêts fréquents. Dans le secteur de l'énergie, les volants d'inertie sont déployés pour la régulation de fréquences et la stabilisation du réseau électrique. Les réseaux électriques doivent maintenir une fréquence constante
pour fonctionner correctement. Les fluctuations de la demande ou de la production peuvent entraîner des variations de fréquence. Les volants d'inertie, avec leur capacité à absorber et à restituer rapidement de grandes quantités d'énergie, peuvent agir comme des tampons, injectant de l'énergie dans le réseau lorsque la fréquence baisse et en absorbant lorsque la fréquence augmente. Cela est particulièrement pertinent avec l'intégration croissante des énergies renouvelables intermittentes telles que l'éolien et le solaire, qui peuvent introduire une volatilité plus grande dans la production d'énergie. Un parc éolien, par exemple, peut voir sa production chuter brutalement si le vent tombe, et un volant d'inertie peut compenser cette perte de puissance pendant la durée nécessaire à d'autres sources d'énergie pour prendre le relais. Ils sont également utilisés pour fournir une alimentation sans coupure, UPS, dans des centres de données ou des hôpitaux, où une interruption, même brève, de l'alimentation électrique peut avoir des conséquences désastreuses. Contrairement aux batteries qui ont un temps de réponse et une durée de vie limitée, les volants d'inertie peuvent réagir quasi instantanément pour fournir de l'énergie pendant la transition vers un générateur de secours ou le retour à l'alimentation principale. Leur durée de vie est également considérablement plus longue que celle des batteries chimiques, car ils ne subissent pas les mêmes cycles de dégradation chimique. Dans des applications plus spécifiques, les volants d'inertie sont utilisés dans les lanceurs de satellites pour stocker l'énergie du premier étage et la restituer au deuxième étage, ou dans des systèmes de propulsion avancés où des impulsions de puissance très élevées sont nécessaires sur de courtes périodes, comme dans la recherche sur la fusion nucléaire, où d'énormes quantités d'énergie doivent être délivrées en quelques millisecondes pour confiner le plasma. Malgré leurs nombreux avantages, les volants d'inertie présentent également des défis. Le principal est lié à la sécurité. Comme nous l'avons évoqué, une défaillance d'un volant d'inertie à haute vitesse peut être catastrophique en raison de l'énergie cinétique énorme qu'il contient. C'est pour cela que des boîtiers de confinement robustes sont essentiels, conçus pour contenir les fragments en cas de rupture. La conception de ces boîtiers est un domaine d'ingénierie à part entière, impliquant des matériaux balistiques et des simulations d'impact complexes. Un autre défi est le phénomène de précession. Lorsqu'un volant d'inertie en rotation est soumis à une force latérale, il ne réagit pas en se déplaçant dans la direction de la force, mais en changeant l'orientation de son axe de rotation. Cela peut générer des forces gyroscopiques importantes qui doivent être gérées dans la conception des systèmes de support et de contrôle. Les pertes d'énergie sont également une considération. Même avec des paliers magnétiques et un vide poussé, il y a toujours des pertes résiduelles, dues au frottement résiduel, à la résistance de l'air résiduel et aux pertes électriques dans le moteur générateur. Ces pertes limitent le temps pendant lequel un volant d'inertie peut maintenir son énergie sans recharge, une métrique connue sous le nom de temps de ralentissement ou self-discharge rate. Cependant, les progrès technologiques ont considérablement réduit ces pertes, prolongeant l'autonomie des systèmes. L'empreinte spatiale et le poids sont également des facteurs. Bien que les volants d'inertie modernes sont de plus en plus compacts et légers, ils peuvent toujours être plus encombrants que d'autres formes de stockage d'énergie, comme les batteries, pour une quantité d'énergie équivalente. Cependant, leur densité de puissance, c'est-à-dire la capacité à fournir une grande quantité d'énergie rapidement, est souvent supérieure à celle des batteries. L'évolution future des volants d'inertie promet encore plus d'innovation. La recherche continue dans les matériaux composites, notamment les composites à matrice céramique et les nanocomposites, pourrait permettre des vitesses de rotation encore plus élevées et des densités d'énergie accrues. Le développement de systèmes de contrôle intelligents, basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, pourrait optimiser la gestion de l'énergie et la durée de vie des systèmes. L'intégration de ces technologies dans des réseaux énergétiques smart grids pourrait jouer un rôle crucial dans la transition vers une économie bas carbone. Nous pourrions également voir des architectures de volants d'inertie plus complexes, tels que des systèmes à plusieurs volants d'inertie coaxiaux ou des réseaux de petits volants d'inertie distribués, chacun optimisé pour des tâches spécifiques ou pour augmenter la redondance et la résilience du système. La modularité est un aspect important de ces approches, permettant une adaptation facile aux besoins spécifiques d'une application. En résumé, les volants d'inertie représentent une technologie de stockage d'énergie mécanique d'une grande valeur. Leur capacité à stocker de l'énergie cinétique sous forme de rotation, puis à la restituer rapidement et efficacement, en font des outils indispensables dans une multitude d'applications, de la stabilisation des réseaux électriques à l'amélioration de l'efficacité des transports. Bien que des défis subsistent, les progrès continus dans les matériaux, la conception et les systèmes de contrôle ouvrent la voie à un rôle encore plus important pour la puissance rotative dans notre paysage énergétique futur. La compréhension de ces principes fondamentaux et de leurs applications est essentielle pour apprécier pleinement le potentiel de ces machines remarquables. Les méthodes mécaniques pour accumuler de l'énergie se fondent sur des principes physiques fondamentaux permettant de stocker temporairement l'énergie avant de la restituer. Parmi ces principes, l'énergie potentielle, sous ses formes gravitationnelles et élastiques, occupe une place prépondérante. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour appréhender une multitude d'applications, depuis les horloges ancestrales jusqu'aux systèmes de stockage d'énergie modernes. L'énergie potentielle est une énergie stockée qui dépend de la position ou de la configuration d'un objet. Elle n'est pas directement liée au mouvement de l'objet, mais à sa capacité à accomplir un travail lorsqu'il est libéré de sa position contrainte.
Il existe différentes formes d'énergie potentielle, mais deux des plus courantes et les plus intuitives sont l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle gravitationnelle est l'énergie qu'un objet possède en raison de sa position verticale par rapport à une référence. Plus un objet est élevé, plus son énergie potentielle gravitationnelle est grande. Cette énergie est directement proportionnelle à la masse de l'objet, à l'intensité du champ gravitationnel et à la hauteur à laquelle il se trouve. La formule classique pour l'énergie potentielle gravitationnelle est EP égale mgh, où m représente la masse, g est l'accélération due à la gravité, environ 9,81 mètres par seconde au carré à la surface de la Terre, et h est la hauteur. Considérons un exemple simple, une masse soulevée du sol. Pour la soulever, un travail doit être effectué contre la force de gravité. Ce travail n'est pas perdu, il est converti en énergie potentielle gravitationnelle et stocké dans l'objet. Si l'objet est ensuite relâché, cette énergie potentielle est convertie en énergie cinétique à mesure qu'il tombe, atteignant sa valeur maximale juste avant l'impact. Ce principe est à la base du fonctionnement des barrages hydroélectriques. L'eau est retenue à une certaine hauteur derrière le barrage, accumulant ainsi une quantité considérable d'énergie potentielle gravitationnelle. Lorsque cette eau est libérée et s'écoule à travers des turbines, son énergie potentielle est convertie en énergie cinétique, qui est à son tour transformée en énergie électrique par les générateurs. Un autre exemple d'application de l'énergie potentielle gravitationnelle se trouve dans les horloges à poids. Un poids est soulevé à la main ou à l'aide d'un remontoir, stockant ainsi de l'énergie potentielle. Au fur et à mesure que le poids descend lentement sous l'effet de la gravité, il entraîne un mécanisme d'engrenage qui fait avancer les aiguilles de l'horloge. La vitesse de descente du poids est régulée par un échappement et un balancier assurant la précision du mouvement. L'énergie potentielle gravitationnelle est également pertinente dans le domaine du transport. Les trains à crémaillère, par exemple, utilisent la gravité pour assister leur mouvement descendant, et parfois des systèmes de récupération d'énergie peuvent être employés pour convertir une partie de cette énergie potentielle en d'autres formes utiles, par exemple électriques, lors de la descente. De même, les ascenseurs modernes intègrent souvent des systèmes de récupération d'énergie cinétique et potentielle, où l'énergie générée lors de la descente d'une cabine pleine ou de la montée d'une cabine vide est réinjectée dans le réseau électrique. La référence pour la hauteur, h, est arbitraire mais doit être cohérente au sein d'un même problème. On peut choisir le sol, un niveau d'eau ou même le centre de la Terre comme point de référence 0. Ce qui est important, c'est la différence de hauteur entre la position initiale et la position finale de l'objet. Si un objet est soulevé à une hauteur h au-dessus du sol et que le sol est considéré comme le niveau 0, alors son énergie potentielle gravitationnelle est mgh. Si l'objet est ensuite déplacé à une hauteur 2h, son énergie potentielle sera 2mgh. Le concept d'énergie potentielle gravitationnelle est fondamental pour comprendre les trajectoires des projectiles, les orbites des satellites et la dynamique des fluides dans des systèmes comme les conduits ou les rivières. Passons maintenant à l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique est l'énergie stockée dans un matériel élastique lorsqu'il est déformé, que ce soit par étirement, compression, torsion ou flexion. Cette énergie est le résultat du travail effectué pour déformer le matériel et elle est libérée lorsque le matériel retrouve sa forme initiale. Les ressorts sont les exemples les plus courants de dispositifs qui stockent de l'énergie potentielle élastique. La loi de Hooke décrit le comportement idéal d'un ressort. La force nécessaire pour étirer ou comprimer un ressort est directement proportionnelle à la déformation du ressort par rapport à sa longueur au repos. Mathématiquement, F égale moins kx, où F est la force, k est la constante de raideur du ressort, une mesure de sa rigidité, et x est le déplacement par rapport à la position d'équilibre. Le signe moins indique que la force de rappel du ressort est toujours opposée à la direction de la déformation. L'énergie potentielle élastique stockée dans un ressort idéal est donnée par la formule EP égale 1/2 kx carré. On peut déduire cette formule en intégrant la force de Hooke par rapport au déplacement. Cette relation montre que l'énergie stockée augmente rapidement avec l'augmentation de la déformation. Doubler la déformation d'un ressort quadruplique l'énergie potentielle élastique stockée en sein. Un ressort est un accumulateur d'énergie mécanique très efficace. Prenons l'exemple d'un jouet à remonter. Lorsque l'on remonte le jouet, on comprime ou on tord un ressort spiralé. L'énergie mécanique fournie par la main est convertie en énergie potentielle élastique et stockée dans le ressort. Lorsque le jouet est relâché, le ressort se détend progressivement, libérant son énergie potentielle et la transformant en énergie cinétique qui anime les roues ou d'autres mécanismes du jouet. Les ressorts sont omniprésents dans la technologie moderne et ancienne. Les montres mécaniques, par exemple, utilisent un ressort moteur pour stocker l'énergie.
Ce ressort est remonté périodiquement et se détend lentement, entraînant les engrenages de la montre à travers un système régulateur qui assure une libération constante de l'énergie. Dans les suspensions automobiles, les ressorts hélicoïdaux ou à lame absorbent les chocs et les vibrations, stockant temporellement l'énergie de l'impact et la restituant pour maintenir le contact des pneus avec la route et offrir un confort de conduite. Les arcs et les arbalètes sont des applications historiques de l'énergie potentielle élastique. Lorsque la corde de l'arc est tirée, les branches de l'arc se plient, stockant une grande quantité d'énergie potentielle élastique. Cette énergie est ensuite transférée à la flèche lorsque la corde est relâchée, propulsant la flèche à grande vitesse. Le principe est identique pour une catapulte, où un bras est tiré en arrière contre une résistance élastique, accumulant de l'énergie, puis est libéré pour projeter un objet. Dans l'industrie, les ressorts sont utilisés dans une multitude d'applications, valves, interrupteurs, mécanismes de fermeture, amortisseurs, systèmes de freinage et bien d'autres. Les matériaux utilisés pour les ressorts doivent posséder des propriétés élastiques élevées, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables de se déformer sous contrainte et de retrouver leur forme originale sans déformation permanente. L'acier est un matériel couramment utilisé en raison de sa grande limite élastique. Il est important de noter que l'énergie potentielle élastique n'est pas limitée aux ressorts hélicoïdaux simples. Les élastomères, comme le caoutchouc, peuvent également stocker de grandes quantités d'énergie élastique lorsqu'ils sont étirés. Les trampolines exploitent ce principe. Un seau comprime les ressorts ou étire les bandes élastiques du trampoline, stockant de l'énergie qui est ensuite restituée pour propulser le sauteur en l'air. Les bandes de résistance utilisées en fitness fonctionnent sur le même principe. Les propriétés du matériel sont cruciaux pour le stockage de l'énergie élastique. La résilience d'un matériel est sa capacité à absorber l'énergie élastique et à la restituer. Un matériel ayant une haute résilience est capable de stocker et de libérer de grandes quantités d'énergie sans défaillance. En revanche, un matériel fragile se fracturerait avant d'accumuler une énergie significative. La notion de limite élastique est également fondamentale. C'est la contrainte maximale qu'un matériel peut supporter sans subir de déformation permanente. Si cette limite est dépassée, le matériel se déforme de manière irréversible, perdant sa capacité à stocker efficacement l'énergie élastique. Il est également intéressant de considérer la conversion entre ces différentes formes d'énergie. Par exemple, lorsqu'un objet est projeté verticalement vers le haut par un ressort comprimé, l'énergie potentielle élastique du ressort est convertie en énergie cinétique de l'objet, puis en énergie potentielle gravitationnelle à mesure qu'il monte, pour ensuite être reconvertie en énergie cinétique à mesure qu'il retombe. C'est un exemple classique de la conservation de l'énergie mécanique totale en l'absence de forces non conservatives comme les frottements. Les systèmes hybrides combinant énergie potentielle gravitationnelle et élastique existent également. Imaginons un contrepoids suspendu par un câble qui est lui-même rattaché à un mécanisme à ressort. La descente du contrepoids pourrait comprimer un ressort stockant de l'énergie dans les deux formes. Bien que cet exemple soit un peu artificiel pour une application pratique, il illustre la synergie possible entre ces deux concepts. Les concepts d'énergie potentielle, qu'elle soit gravitationnelle ou élastique, ne sont pas des simples abstractions académiques. Ils sont les fondements de nombreuses technologies qui façonnent notre quotidien. Des barrages qui éclairent leur ville, aux montres qui nous donnent l'heure, en passant par les suspensions de nos véhicules et les mécanismes de nos jouets, la capacité de stocker et de restituer de l'énergie via la position ou la déformation est une pierre corner de l'ingénierie et de la physique appliquée. La compréhension approfondie de ces principes permet non seulement d'analyser les systèmes existants, mais aussi d'innover et de développer de nouvelles solutions pour le stockage et la gestion de l'énergie. L'optimisation des matériaux, la conception de structures plus efficaces et l'intégration de ces principes dans des systèmes complexes sont des domaines de recherche et de développement continu avec des implications significatives pour l'efficacité énergétique et la durabilité. L'air comprimé, un fluide gazeux dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique ambiante, constitue un vecteur énergétique dont l'importance est souvent sous-estimée. Son histoire remonte à des siècles, bien avant l'avènement de l'ère industrielle moderne, où des dispositifs rudimentaires utilisaient déjà les propriétés de l'air sous pression pour actionner des soufflets de forge ou pour propulser des projectiles dans des armes antiques. Toutefois, c'est avec la révolution industrielle que l'air comprimé a véritablement trouvé sa place en tant que source d'énergie mécanique exploitable à grande échelle. La production d'air comprimé est un processus relativement simple dans son principe fondamental. Il s'agit de réduire le volume d'un certain volume d'air atmosphérique en utilisant un compresseur. Ce dernier, qu'il soit de type volumétrique, comme les compresseurs à piston, à vis, à palette, ou cinétique, comme les compresseurs centrifuges, prélève l'air ambiant, en augmente la pression et le délivre ensuite sous cette forme compressée. L'énergie nécessaire à cette compression est généralement fournie par un moteur électrique ou thermique. Ce processus, bien que simple dans son concept, est intrinsèquement énergivore. La compression de l'air entraîne une élévation de sa température, conséquence directe de la loi de Boyle-Mariotte et de la relation entre pression, volume et température d'un gaz idéal. Cette chaleur est souvent dissipée dans l'environnement, représentant une perte d'énergie significative. Une fois comprimé, l'air peut être stocké. Le stockage s'effectue généralement dans des réservoirs, également appelés ballons ou accumulateurs. Ces récipients, conçus pour résister à des pressions élevées, permettent de maintenir l'air sous pression jusqu'à son utilisation. La capacité de stockage est un facteur déterminant pour l'autonomie du système.
Des réservoirs de petite taille sont utilisés pour des applications ponctuelles ou des outils pneumatiques individuels, tandis que des installations industrielles peuvent nécessiter des systèmes de stockage de grande envergure, parfois même souterrains, pour des volumes considérables d'air comprimé. La pression de stockage varie en fonction des applications, allant de quelques bars pour des outils légers à plusieurs centaines de bars pour des usages spécifiques comme le démarrage de moteurs diesel ou des systèmes de propulsion de véhicules expérimentaux. L'utilisation de l'air comprimé comme forme d'énergie est extrêmement diverse. Dans le domaine industriel, il alimente une myriade d'outils pneumatiques, perceuses, visseuses, meuleuses, ponceuses, marteaux-piqueurs, clés à choc. Ces outils offrent des avantages significatifs par rapport à leurs homologues électriques. Ils sont généralement plus légers, plus robustes, plus simples dans leur conception et peuvent être utilisés dans des environnements humides ou explosifs sans risque d'étincelles électriques. L'air comprimé est également essentiel pour l'automatisation. Les vérins pneumatiques sont omniprésents dans les lignes de production, actionnant des pinces, des poussoirs, des convoyeurs. Les distributeurs pneumatiques contrôlent le flux d'air, permettant des séquences d'opérations complexes. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les brise-roches pneumatiques sont des équipements indispensables pour la démolition et l'excavation. Au-delà de ces applications directes, l'air comprimé est également utilisé pour d'autres fonctions. Il peut servir au nettoyage par soufflage, pour éliminer des poussières ou des débris. Il est employé dans les systèmes de freinage des véhicules lourds, des trains et des tramways, où il actionne des pistons qui serrent les patins de frein contre les disques ou les tambours. Dans le domaine médical, l'air comprimé stérile est utilisé pour les respirateurs ou pour alimenter certains instruments chirurgicaux. Il trouve également des applications dans le soufflage de bouteilles en plastique, dans l'industrie textile pour le tissage à jet d'air et dans les systèmes de propulsion pour certains types de véhicules expérimentaux ou de drones. L'efficacité énergétique des systèmes à air comprimé est un sujet de préoccupation majeur. Comme mentionné précédemment, la compression de l'air est un processus intrinsèquement énergivore. De plus, des pertes d'énergie peuvent survenir à différentes étapes du système. Les fuites dans le réseau de distribution sont un problème courant et peuvent représenter une proportion significative de la consommation d'énergie totale. Une perte de pression due à des diamètres de tuyauterie insuffisants ou à des coudes trop nombreux peut également réduire l'efficacité. La maintenance des compresseurs est cruciale. Des filtres encrassés, des systèmes de refroidissement défectueux ou un mauvais réglage des pressions peuvent entraîner une surconsommation d'énergie. Des technologies d'optimisation existent pour réduire ces pertes, telles que la récupération de la chaleur de compression pour le chauffage de locaux ou d'eau, l'utilisation de compresseurs à vitesse variable pour adapter la production à la demande et la mise en place de systèmes de détection et de réparation des fuites. Un aspect particulièrement intéressant de l'air comprimé réside dans son potentiel en tant que moyen de stockage d'énergie. Les systèmes de stockage d'énergie par air comprimé, ou SAS, sont une technologie émergente et prometteuse pour la gestion des énergies renouvelables intermittentes comme l'éolien et le solaire. L'idée est de stocker l'énergie excédentaire produite lorsque la demande est basse et la production élevée, en compressant de l'air et en le stockant dans des cavités souterraines comme d'anciennes mines de sel, des aquifères poreux ou des cavernes rocheuses. Lorsque la demande d'électricité augmente et que la production des sources renouvelables diminue, l'air comprimé est libéré, chauffé, souvent par combustion de gaz naturel, bien que des systèmes adiabatiques sans combustion soient en développement, et utilisé pour entraîner des turbines qui génèrent de l'électricité. Les avantages du SAS sont multiples. Il offre une grande capacité de stockage, une longue durée des installations et une relative indépendance vis-à-vis des matières premières critiques. Toutefois, il présente également des défis. L'efficacité énergétique est une préoccupation, en particulier pour les systèmes diathermiques qui nécessitent un apport de chaleur externe. Les systèmes adiabatiques, qui cherchent à récupérer la chaleur de compression pour la restituer lors de la détente, sont plus complexes mais promettent une meilleure efficacité. La disponibilité de sites géologiquement appropriés est également un facteur limitant. Malgré ces défis, le SAS est considéré comme une technologie clé pour la transition énergétique, offrant une solution de stockage à grande échelle qui peut contribuer à stabiliser les réseaux électriques et à intégrer une proportion croissante d'énergie renouvelable. La sécurité est un aspect primordial dans la manipulation de l'air comprimé. Les réservoirs sous pression peuvent être dangereux s'ils ne sont pas correctement conçus, fabriqués et entretenus. La rupture d'un réservoir d'air comprimé peut entraîner une explosion violente, capable de causer des blessures graves ou la mort. C'est pourquoi des réglementations strictes régissent la conception, l'inspection et la maintenance des équipements sous pression. Les opérateurs doivent être formés aux procédures de sécurité et les installations doivent être équipées de soupapes de sécurité pour éviter la surpression. Les tuyaux et raccordeurs doivent être adaptés à la pression de service et être régulièrement inspectés pour détecter toute usure ou dommage.
L'air comprimé, en somme, représente une forme d'énergie dont la polyvalence et l'ubiquité dans l'industrie et au-delà témoignent de son utilité. Bien qu'il ne soit la forme d'énergie la plus efficace en termes de rendement énergétique pur, ses avantages en termes de robustesse, de sécurité dans certains environnements et de simplicité d'utilisation maintiennent sa pertinence. Les efforts de recherche et de développement se concentrent alors sur l'amélioration de son efficacité, la réduction de son empreinte environnementale et l'exploration de nouvelles applications, notamment dans le stockage d'énergie à grande échelle, ce qui pourrait transformer son rôle dans le paysage énergétique futur. La compréhension de ces principes, de ses avantages et de ses limitations est fondamentale pour une utilisation judicieuse de cette ressource énergétique. Les méthodes mécaniques pour l'accumulation d'énergie représentent un domaine fascinant de l'ingénierie, une quête perpétuelle de l'humanité pour maîtriser et stocker cette ressource fondamentale. Au cœur de ces approches, l'eau, dans son rôle de fluide moteur, a joué un rôle prépondérant, souvent sous-estimé dans l'histoire des technologies. Les piles hydrauliques, une désignation qui peut paraître archaïque ou même cryptique, recouvrent en réalité une variété de systèmes ingénieux où la gravité et les propriétés incompressibles de l'eau sont mises à profit pour accumuler puis restituer de l'énergie mécanique. Considérons d'abord les principes fondamentaux. L'énergie potentielle gravitationnelle est le moteur de ces systèmes. Un volume d'eau élevé à une certaine hauteur par rapport à un point de référence possède une énergie potentielle, convertible en énergie cinétique lors de sa chute, puis en travail mécanique par le biais de machines intermédiaires. La pile hydraulique, dans sa conception la plus rudimentaire, est un réservoir d'eau situé en altitude. La capacité de ce réservoir, combinée à la différence d'altitude, détermine la quantité totale d'énergie stockable. L'évolution historique des piles hydrauliques est intimement liée au développement des civilisations. Dès l'Antiquité, les Romains, par exemple, utilisaient des aqueducs pour acheminer l'eau sur de longues distances, créant parfois des chutes d'eau destinées à actionner des moulins. Ces moulins, bien que n'étant pas des systèmes d'accumulation d'énergie au sens moderne, illustrent le principe de conversion de l'énergie potentielle de l'eau en travail mécanique. Le concept de stockage était alors implicite. L'eau des rivières, via les aqueducs, était une source d'énergie continue. Avec la révolution industrielle, la demande en énergie est devenue exponentielle. Les machines à vapeur, bien que révolutionnaires, nécessitaient du charbon, une ressource finie et dont l'extraction était coûteuse et dangereuse. C'est dans ce contexte que l'hydroélectricité a commencé à émerger comme une alternative viable. Les premiers barrages hydroélectriques étaient des manifestes de l'ingénierie, transformant la force de l'eau en électricité, une forme d'énergie facilement transportable et utilisable. Cependant, l'hydroélectricité, dans sa forme la plus simple, est une production d'énergie à la demande, dépendante du débit fluvial. Le défi résidait dans la capacité à stocker l'énergie pour la restituer ultérieurement, notamment lors des pics de consommation. C'est ici que les centrales de pompage-turbinage, la forme la plus sophistiquée de ce que l'on pourrait appeler des piles hydrauliques, sont devenues cruciales. Une centrale de pompage-turbinage fonctionne sur un principe de cycle. Elle est composée de deux réservoirs d'eau situés à des altitudes différentes. Lorsque la demande en électricité est faible, généralement la nuit, l'excès d'énergie du réseau, souvent produit par des centrales thermiques ou nucléaires fonctionnant en continu, est utilisé pour pomper l'eau du réservoir inférieur vers le réservoir supérieur. Cette opération consomme de l'électricité, mais elle stocke l'énergie sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle dans l'eau élevée. Lorsque la demande en électricité est élevée, l'eau du réservoir supérieur est libérée. Elle s'écoule par des conduites forcées, entraînant des turbines qui, à leur tour, actionnent des générateurs pour produire de l'électricité. L'eau retourne alors au réservoir inférieur, prête pour un nouveau cycle de pompage. L'efficacité de ces systèmes est remarquable. Le rendement global d'une centrale de pompage-turbinage, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie électrique restituée et l'énergie électrique consommée pour le pompage, peut atteindre 60 à 85%. Cela en fait l'une des technologies de stockage d'énergie à grande échelle les plus efficaces et les plus matures. La puissance installée de ces centrales peut varier de quelques mégawatts à plusieurs gigawatts, et elles peuvent stocker de l'énergie pendant des heures, voire des jours. L'un des avantages majeurs des centrales de pompage-turbinage réside dans leur capacité de réponse rapide. Elles peuvent passer du mode pompage au mode turbinage ou inversement en quelques minutes. Cette réactivité est essentielle pour la stabilité des réseaux électriques modernes, qui sont de plus en plus sollicités par des sources d'énergie intermittentes comme le solaire et l'éolien. En stockant l'excès d'énergie éolien ou solaire lorsque ces sources sont productives et en le restituant lorsque leur production diminue, les centrales de pompage-turbinage jouent un rôle de batterie géante, équilibrant l'offre et la demande.
Un exemple frappant de l'ingénierie derrière ces systèmes est la centrale de Bath County en Virginie aux États-Unis. C'est l'une des plus grandes centrales de pompage-turbinage au monde avec une capacité de production d'environ 3 gigawatts. Ces réservoirs ont été construits dans un terrain montagneux, exploitant des dénivelés naturels importants. Un autre exemple notable est la centrale de Coutts-Trois-Ponces en Belgique, qui utilise une série de 3 bassins pour maximiser la hauteur de chute effective. Ces projets démontrent la complexité et l'échelle de l'ingénierie civile et mécanique requises pour des installations. Au-delà des grands projets, des concepts de piles hydrauliques à plus petite échelle existent. Les systèmes de stockage par pompage-turbinage en circuit fermé, utilisant des réservoirs artificiels, sont une option pour des régions où les sites naturels ne sont pas disponibles. Des recherches explorent aussi l'utilisation de puits miniers abandonnés pour y créer des réservoirs souterrains, exploitant la profondeur pour créer la dénivelée nécessaire. Les défis liés aux centrales de pompage-turbinage ne sont pas négligeables. L'impact environnemental de la construction de barrages et de réservoirs, notamment la submersion de terre, la modification des écosystèmes aquatiques et la perturbation de la faune, doit être soigneusement évalué. La géologie du site est un facteur déterminant, car elle doit supporter les charges massives d'eau et résister aux contraintes sismiques. De plus, le coût initial de construction est élevé, nécessitant des investissements considérables et des délais de réalisation longs. Pourtant, la durabilité et la longévité de ces infrastructures sont des atouts majeurs. Une fois construites, les centrales de pompage-turbinage ont une durée de vie de plusieurs décennies, voire un siècle, avec des coûts d'exploitation relativement bas. Leur empreinte carbone opérationnelle est quasi nulle, ce qui en fait une solution précieuse dans la transition énergétique mondiale vers des sources renouvelables. La réflexion sur l'avenir des piles hydrauliques s'étend à des concepts innovants. Les projets de stockage d'énergie hydraulique en mer envisagent d'utiliser la mer comme réservoir inférieur, pompant l'eau vers des réservoirs flottants ou des structures côtières élevées. Ces approches pourraient réduire l'empreinte foncière et ouvrir de nouvelles opportunités pour le stockage d'énergie dans les régions côtières. En somme, les piles hydrauliques, dans leurs diverses manifestations, de l'ingénieux moulin antique à la gigantesque centrale de pompage-turbinage moderne, incarnent une sagesse technique profonde. Elles exploitent une loi fondamentale de la physique, la gravité, et une ressource abondante, l'eau, pour répondre à un besoin universel, le stockage et la gestion de l'énergie. Leur pertinence n'a fait que croître avec l'émergence des énergies renouvelables intermittentes, faisant d'elles des piliers essentiels de la stabilité et de la durabilité des réseaux électriques du futur. Elles représentent non seulement une méthode mécanique d'accumulation d'énergie, mais aussi un témoignage de l'ingéniosité humaine à interagir avec les forces de la nature pour le progrès technologique. Nous abordons aujourd'hui les systèmes hybrides, une approche qui combine différentes méthodes mécaniques d'accumulation d'énergie afin de maximiser l'efficacité, la fiabilité et la polyvalence. Cette stratégie n'est pas simplement une juxtaposition de technologies, mais une intégration réfléchie où chaque composant contribue à la performance globale du système, souvent en compensant les limitations des autres. L'intérêt principal réside dans la capacité à tirer parti des atouts spécifiques de chaque technologie tout en atténuant leurs faiblesses. Considérons par exemple la combinaison de batteries électrochimiques avec des volants d'inertie. Les batteries, qu'elles soient au lithium-ion, au plomb acide ou à d'autres chimies, excellent dans le stockage d'énergie sur des périodes prolongées. Leur densité énergétique est relativement élevée, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker une quantité substantielle d'énergie par unité de masse ou de volume. Cependant, leur puissance spécifique est généralement plus faible, ce qui limite leur capacité à délivrer ou à absorber rapidement de grandes quantités de puissance. De plus, les cycles de charge et de décharge rapides et profonds peuvent dégrader prématurément leur durée de vie. Les volants d'inertie, en revanche, se distinguent par leur densité de puissance exceptionnelle. Ils peuvent absorber et restituer de l'énergie cinétique à des taux extrêmement élevés, ce qui les rend idéaux pour gérer les pics de puissance transitoires et les fluctuations rapides. Leur efficacité de cycle est également très élevée, souvent supérieure à 90%, et leur durée de vie est peu affectée par les cycles de charge-décharge rapides. Cependant, leur densité énergétique est comparativement plus faible que celle des batteries, ce qui signifie qu'ils ne sont pas optimaux pour le stockage d'énergie sur le long terme. De plus, ils subissent une autodécharge même si elle est minime dans les systèmes modernes sous vide. Dans un système hybride combinant ces deux technologies, le volant d'inertie peut être dimensionné pour gérer les variations rapides de puissance, protégeant ainsi la batterie des contraintes de puissance élevées qui réduiraient sa durée de vie. La batterie, quant à elle, fournit la base énergétique pour les périodes prolongées et recharge le volant d'inertie si nécessaire.
Cette synergie permet d'obtenir un système global qui offre à la fois une puissance élevée et une capacité énergétique significative, tout en optimisant la durée de vie de chaque composant. Des applications typiques incluent les véhicules électriques et hybrides, les systèmes de gestion de l'énergie des réseaux électriques pour la stabilisation de fréquences et les alimentations sans interruption, ASI, où une réponse rapide est essentielle en cas de coupure de courant. Un autre exemple de système hybride est l'intégration de pompes hydroélectriques de stockage avec des systèmes de stockage d'air comprimé, CAES. Les pompes hydroélectriques de stockage sont des installations à grande échelle qui utilisent l'électricité excédentaire pour pomper de l'eau d'un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur. Leur efficacité est généralement bonne, autour de 60 à 85%, et elles peuvent stocker des quantités massives d'énergie. Cependant, elles sont géographiquement contraintes, nécessitant des sites avec des dénivellements importants et des ressources en eau abondantes. Leur temps de réponse pour la génération de puissance peut également être relativement lent. Le stockage d'air comprimé, quant à lui, implique la compression d'air dans des cavernes souterraines, d'anciens gisements de gaz ou des aquifères. L'énergie est libérée en laissant l'air se dilater à travers une turbine. Les systèmes CAES peuvent offrir une capacité de stockage d'énergie considérable et un temps de réponse relativement rapide. Cependant, leur efficacité est souvent inférieure à celle des pompes hydroélectriques, typiquement entre 40 et 70%, en partie à cause des pertes de chaleur lors de la compression et de l'expansion. Les systèmes CAES adiabatiques tentent d'atténuer ce problème en stockant la chaleur générée lors de la compression et en la réutilisant lors de la détente, mais ils sont plus complexes. En combinant ces deux technologies, il est possible d'optimiser l'utilisation des ressources et d'améliorer la flexibilité du système énergétique. Par exemple, dans une région où les sites pour les pompes hydroélectriques sont limités, mais où des cavités souterraines sont disponibles, les systèmes CAES peuvent compléter la capacité de stockage. La pompe hydroélectrique peut gérer les besoins de stockage à long terme, à grande échelle, tandis que le CAES peut offrir une réponse plus rapide aux fluctuations de la demande. Cette hybridation permet une meilleure gestion de l'intermittence des énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, en offrant des options de stockage à différentes échelles de temps et de puissance. Les systèmes hybrides peuvent également incorporer des supercondensateurs, connus pour leur capacité à délivrer des décharges de puissance extrêmement élevées et à accepter des charges très rapides. Leur durée de vie cyclique est pratiquement illimitée, au l'ordre de millions de cycles, et ils opèrent sur une large gamme de températures. Un supercondensateur peut être combiné avec une batterie pour créer un système hybride où le supercondensateur gère les pics de puissance transitoires, prolongeant la durée de vie de la batterie et améliorant l'efficacité du système lors d'événements de puissance élevée. C'est particulièrement pertinent dans les transports, où l'accélération et le freinage régénératif exigent de débits de puissance importants et rapides. La conception de systèmes hybrides implique des considérations complexes en matière de contrôle et d'optimisation. Il ne suffit pas d'assembler des composants, il faut développer des algorithmes de gestion de l'énergie sophistiqués qui décident en temps réel quel composant doit être utilisé, à quelle intensité et pour quelle durée. Ces algorithmes doivent tenir compte de l'état de charge de chaque dispositif, leur efficacité à différents points de fonctionnement, leur durée de vie résiduelle et les coûts opérationnels. L'objectif est de minimiser les coûts, maximiser l'efficacité énergétique et assurer la fiabilité du système sur sa durée de vie. Par exemple, dans un véhicule hybride combinant une batterie et un supercondensateur, le système de gestion de l'énergie pourrait prioriser le supercondensateur pour le freinage régénératif afin de capturer l'énergie rapidement sans surcharger la batterie. Lors de l'accélération, le supercondensateur pourrait fournir le surcroît de puissance nécessaire, permettant à la batterie de fonctionner à un régime plus optimal et plus stable. Ces décisions sont basées sur des modèles prédictifs des demandes de puissance et des états internes des dispositifs. L'intégration de systèmes thermiques de stockage d'énergie avec des systèmes mécaniques représente une autre piste d'hybridation. Le stockage thermique, par exemple, sous forme de sel fondu, peut stocker de grandes quantités d'énergie à des températures élevées et la libérer sous forme de chaleur pour générer de l'électricité via un cycle de Rankine. Cette technologie est couramment utilisée dans les centrales solaires à concentration. En combinant un stockage thermique avec, par exemple, un volant d'inertie, on peut imaginer un système où le thermique fournit l'énergie de base et le volant gère les fluctuations de puissance et les démarrages rapides. Les avantages des systèmes hybrides sont multiples. Ils peuvent augmenter l'efficacité globale en permettant à chaque composant de fonctionner dans sa plage d'opération la plus optimale. Ils améliorent la fiabilité en offrant une redondance ou des capacités complémentaires qui peuvent compenser les défaillances ou les limitations d'un seul type de technologie. La durée de vie des composants individuels peut être prolongée car les contraintes excessives sont réparties ou absorbées par d'autres éléments du système. De plus, ils offrent une flexibilité opérationnelle accrue, capable de s'adapter à une gamme plus large de scénarios de demande et d'approvisionnement en énergie.
Les défis, cependant, ne sont pas insignifiants. La complexité de l'intégration et du contrôle est un facteur majeur. Le coût initial peut être plus élevé en raison de la nécessité de plusieurs technologies et de systèmes de gestion sophistiqués. L'encombrement physique et le poids peuvent également être des considérations importantes, en particulier pour les applications mobiles. La compatibilité des interfaces entre les différentes technologies et les protocoles de communication sont également des aspects cruciaux à adresser lors de la conception. La modularité est une approche prometteuse dans la conception de systèmes hybrides. En développant des modules d'accumulation d'énergie standardisés qui peuvent être combinés de différentes manières, il est possible de réduire la complexité et le coût tout en offrant une flexibilité de configuration. Par exemple, des packs de batteries, des unités de volant d'inertie ou des modules de supercondensateurs peuvent être combinés pour créer un système sur mesure pour une application spécifique. L'avenir des systèmes hybrides est intrinsèquement lié à l'avancement des technologies d'accumulation d'énergie elles-mêmes. À mesure que les batteries deviendront plus denses en énergie et en puissance, que les volants d'inertie atteignent des vitesses de rotation plus élevées avec des matériaux plus légers et que les supercondensateurs améliorent leur capacité, les opportunités d'hybridation se multiplieront. De plus, les progrès dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique permettront des algorithmes de contrôle encore plus sophistiqués, capables de prédire la demande et d'optimiser la performance du système en temps réel avec une précision inédite. La recherche continue explore également des combinaisons moins conventionnelles, comme l'intégration de systèmes à base d'hydrogène, piles à combustible et électrolyseurs, avec des dispositifs de stockage d'énergie mécanique. L'hydrogène, en tant que vecteur énergétique, peut stocker de grandes quantités d'énergie sur de longues périodes. Combiné à un volant d'inertie ou à des batteries, il pourrait offrir une solution très polyvalente pour la production et le stockage d'énergie à grande échelle, en particulier pour les énergies renouvelables. En conclusion, les systèmes hybrides représentent une approche pragmatique et puissante pour relever les défis complexes du stockage d'énergie. En reconnaissant les forces et les faiblesses inhérentes à chaque technologie et en les combinant de manière intelligente, il est possible de construire des solutions plus robustes, plus efficaces et plus fiables. La convergence des innovations technologiques et des avancées en matière de contrôle et d'optimisation continuera de définir le paysage des systèmes hybrides d'accumulation d'énergie pour les décennies à venir. L'exploration des méthodes mécaniques pour l'accumulation d'énergie est un domaine en constante évolution, caractérisé par des innovations et des applications futures prometteuses. La compréhension approfondie des principes physiques sous-jacents, couplée à l'ingéniosité humaine, ouvre la voie à des solutions de stockage énergétique qui pourraient révolutionner divers secteurs, de l'industrie au transport, en passant par l'approvisionnement domestique. Au cœur de ces innovations se trouvent les systèmes de stockage par volant d'inertie. Ces dispositifs exploitent le principe de conservation de l'énergie cinétique rotationnelle. Un rotor, tournant à très haute vitesse dans un environnement sous vide afin de minimiser les frottements, est capable de stocker une quantité considérable d'énergie. Les avancées récentes en sciences des matériaux, notamment l'utilisation de composites à haute résistance tels que la fibre de carbone, ont permis d'atteindre des vitesses de rotation et des densités énergétiques inégalées. La fiabilité et la durabilité des roulements magnétiques, qui éliminent le contact mécanique et les frottements associés, contribuent également à l'efficacité globale de ces systèmes. Sur le plan des applications futures, les volants d'inertie sont envisagés pour la stabilisation des réseaux électriques, où ils pourraient absorber rapidement les surplus d'énergie intermittente provenant de sources renouvelables comme l'éolien et le solaire, et la restituer tout aussi rapidement lors des pics de demande. Ils pourraient également jouer un rôle crucial dans les systèmes de freinage régénératif des véhicules électriques et des trains, convertissant l'énergie cinétique de décélération en énergie électrique stockable, augmentant ainsi l'autonomie et l'efficacité. Parallèlement, les systèmes de stockage par air comprimé, CAES, représentent une autre avenue d'innovation. Le principe consiste à comprimer de l'air et à le stocker dans des réservoirs souterrains, souvent des cavernes salines ou des aquifères profonds. Lorsque de l'énergie est nécessaire, l'air comprimé est libéré, chauffé et utilisé pour entraîner une turbine et générer de l'électricité. Les innovations futures se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité de ce cycle. Les systèmes CAES adiabatiques, par exemple, cherchent à stocker la chaleur générée lors de la compression pour la réutiliser lors de la détente, éliminant ainsi le besoin de combustibles fossiles et améliorant considérablement le rendement énergétique global. L'intégration de ces systèmes avec des sources d'énergie renouvelables à grande échelle est un domaine de recherche actif. Il pourrait servir de tampon pour les réseaux électriques nationaux, permettant une intégration plus douce de l'énergie intermittente provenant de sources renouvelables comme l'éolien et le solaire, et la restituer tout aussi rapidement lors des pics de demande. Il pourrait également jouer un rôle crucial dans les systèmes de freinage régénératif des véhicules électriques et des trains, convertissant l'énergie cinétique de décélération en énergie électrique stockable, augmentant ainsi l'autonomie et l'efficacité. Parallèlement, les systèmes de stockage par air comprimé, CAES, représentent une autre avenue d'innovation.
Le principe consiste à comprimer de l'air et à le stocker dans des réservoirs souterrains, souvent des cavernes salines ou des aquifères profonds. Lorsque de l'énergie est nécessaire, l'air comprimé est libéré, chauffé et utilisé pour entraîner une turbine et générer de l'électricité. Les innovations futures se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité de ce cycle. Les systèmes CAES adiabatiques, par exemple, cherchent à stocker la chaleur générée lors de la compression pour la réutiliser lors de la détente, éliminant ainsi le besoin de combustibles fossiles et améliorant considérablement le rendement énergétique global. L'intégration de ces systèmes avec des sources d'énergie renouvelables à grande échelle est un domaine de recherche actif. Il pourrait servir de tampon pour les réseaux électriques nationaux, permettant une intégration plus douce de l'énergie intermittente et une réponse rapide aux fluctuations de la demande. Des projets pilotes et des installations à l'échelle industrielle sont en cours d'expérimentation, démontrant la viabilité technique et économique de cette approche pour le stockage d'énergie à grande échelle. Le stockage par pompage-turbinage, bien qu'étant une technologie mature, continue de faire l'objet d'innovations. Il s'agit de pomper de l'eau d'un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur pendant les périodes de faible demande d'électricité, puis de la relâcher à travers des turbines pour générer de l'électricité lors des pics de demande. Les innovations futures se concentrent sur l'identification de nouveaux sites géographiques appropriés, souvent en utilisant des anciennes mines ou des réservoirs souterrains pour minimiser l'impact environnemental. Des concepts de pompage-turbinage en circuit fermé, utilisant des systèmes plus petits et modulaires, sont également à l'étude pour des applications décentralisées ou pour compléter des installations éoliennes offshore. L'optimisation des matériaux des turbines et des pompes, ainsi que l'amélioration des systèmes de contrôle, contribuent à augmenter l'efficacité et la flexibilité de ces installations. La capacité à stocker des quantités massives d'énergie sur de longues durées rend le pompage-turbinage indispensable pour la stabilité des réseaux électriques à l'échelle continentale, en particulier dans le contexte d'une augmentation de la part des énergies renouvelables. Au-delà de ces approches établies, de nouvelles méthodes mécaniques émergent. Le stockage par gravité est une de ces innovations prometteuses. Il implique l'utilisation de poids lourds qui sont soulevés à une certaine hauteur pendant les périodes de surplus d'énergie et abaissés pour générer de l'électricité lorsque l'énergie est requise. Des concepts variés sont à l'étude, allant des systèmes basés sur des blocs de béton soulevés par des grues géantes à des solutions plus intégrées utilisant des puits profonds ou des structures modulaires. L'avantage de ces systèmes réside dans leur simplicité mécanique, leur durabilité et leur potentiel d'utiliser des matériaux recyclés pour les poids. Les applications futures pourraient inclure le stockage d'énergie à l'échelle locale pour des communautés isolées ou comme complément à des micro-réseaux. L'énergie des vagues et des marées, bien que relevant plus de la conversion que du stockage pur, intègre des principes mécaniques pour son exploitation. Des dispositifs houlomoteurs et marémoteurs, de plus en plus sophistiqués, sont en cours de développement. Ces systèmes capturent l'énergie cinétique des mouvements de l'eau et la convertissent en électricité via des générateurs mécaniques. Les innovations portent sur l'amélioration de la robustesse des structures pour résister aux environnements marins hostiles, l'optimisation des mécanismes de transmission de puissance et l'intégration de systèmes de stockage à bord pour lisser la production intermittente. Les applications futures pourraient permettre l'approvisionnement énergétique de régions côtières ou d'îles, réduisant leur dépendance aux combustibles fossiles et offrant une source d'énergie prévisible et renouvelable. Les systèmes de stockage d'énergie thermique mécanique représentent également une niche d'innovation. Plutôt que de stocker l'énergie sous forme cinétique ou potentielle directement, ces systèmes convertissent l'énergie électrique en chaleur, la stockent dans un matériau à haute capacité thermique, comme des sels fondus ou des roches volcaniques, puis utilisent cette chaleur pour générer de l'électricité via un cycle de Rankine ou de Brayton. Les innovations se concentrent sur l'amélioration des matériaux de stockage thermique, l'optimisation des cycles thermodynamiques et l'intégration de ces systèmes avec des centrales solaires à concentration ou des centrales thermiques pour une gestion plus efficace de la chaleur. Les applications futures incluent la fourniture de chaleur pour des processus industriels, la production d'électricité de base ou le chauffage urbain. L'intégration de toutes ces technologies dans un réseau intelligent, Smart Grid, est l'un des enjeux majeurs des applications futures. Un Smart Grid est capable de surveiller et de gérer de manière autonome la production, la distribution et la consommation d'électricité. Les systèmes de stockage mécanique, grâce à leur capacité à réagir rapidement et à fournir des services d'équilibrage, joueront un rôle essentiel dans la stabilité et la résilience de ces réseaux. Ils permettront une meilleure gestion des fluctuations de l'offre de la demande, réduiront les pertes de transmission et facilitant l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables. La miniaturisation et la modularité des systèmes de stockage mécanique sont également des domaines d'innovation. L'objectif est de développer des solutions de stockage compactes et évolutives qui peuvent être déployées dans une variété de contextes, des applications résidentielles aux véhicules électriques.
Les micro-volants d'inertie, par exemple, pourraient être utilisés pour stabiliser l'alimentation de petits appareils électroniques ou pour fournir une alimentation de secours. Les petits systèmes de pompage-turbinage modulaire pourraient être intégrés dans des infrastructures urbaines existantes. Enfin, la recherche se tourne vers des concepts hybrides, combinant différentes méthodes de stockage mécanique ou intégrant des systèmes mécaniques avec des technologies électrochimiques, batteries. L'idée est de capitaliser sur les forces de chaque technologie pour créer des systèmes de stockage d'énergie plus polyvalents et plus efficaces. Par exemple, un système combinant un volant d'inertie pour les réponses rapides et une batterie pour le stockage à plus long terme pourrait offrir une solution optimisée pour la stabilisation des réseaux électriques. La synergie entre ces différentes approches pourrait débloquer des niveaux de performance et de flexibilité qui seraient inaccessibles avec une seule technologie. L'optimisation continue des matériaux, des systèmes de contrôle, des algorithmes de gestion et l'exploration de nouvelles configurations sont les piliers de cette évolution. L'objectif est de rendre ces technologies plus économiques, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement, afin de répondre aux défis énergétiques mondiaux et de faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone. La persistance de la recherche fondamentale et appliquée dans ce domaine est donc primordiale pour concrétiser ces innovations et applications futures. Les méthodes mécaniques pour l'accumulation d'énergie, bien que fondamentales et souvent intuitives, se heurtent à un ensemble complexe de défis et de limites techniques qui entravent leur déploiement à grande échelle ou leur optimisation maximale. Ces obstacles ne sont pas de simples contraintes, mais des frontières physiques, des compromis matériaux et des exigences opérationnelles qui définissent les cadres dans lesquels ces systèmes peuvent fonctionner efficacement. Considérons d'abord les volants d'inertie, des dispositifs qui stockent l'énergie cinétique sous forme de rotation. Le défi principal ici réside dans la résistance des matériaux. Pour maximiser la quantité d'énergie stockée, un volant doit tourner à des vitesses extrêmement élevées. L'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse angulaire et à la masse du volant. Cependant, la force centrifuge exercée sur le matériau du volant augmente également avec le carré de la vitesse. À des vitesses suffisamment élevées, les contraintes internes dépassent la limite élastique du matériau, entraînant une déformation permanente, puis la rupture. Les aciers à haute résistance, les composites de carbone et d'autres alliages avancés sont utilisés pour repousser ces limites, mais chaque matériau a sa propre contrainte de rupture ultime. Par exemple, un volant en acier de haute qualité pourrait se briser à des vitesses où un volant en fibre de carbone à module élevé pourrait encore fonctionner. Mais même le carbone a ses limites. Il faut aussi tenir compte des phénomènes de fatigue des matériaux. Même si la vitesse de rotation ne conduit pas à une rupture immédiate, les cycles répétés de charge et de décharge peuvent affaiblir la structure au fil du temps, conduisant à une défaillance imprévue. La densité énergétique des volants est également une limite significative par rapport à d'autres formes de stockage. Alors que les batteries peuvent stocker des centaines de wattheures par kilogramme, les volants, même les plus avancés, peinent à dépasser quelques dizaines de wattheures par kilogramme en application pratique, bien que les limites théoriques soient plus élevées. Cette faible densité énergétique les rend moins adaptés aux applications où l'espace et le poids sont des contraintes majeures, comme les véhicules électriques à longue autonomie. Les systèmes de volants d'inertie souffrent également de pertes énergétiques. La friction est un ennemi omniprésent. La friction aérodynamique, même dans des environnements sous vide partiel, et la friction des roulements, même s'ils sont magnétiques ou à air, dissipent constamment de l'énergie cinétique sous forme de chaleur. Pour minimiser la friction aérodynamique, des enceintes sous vide poussées sont nécessaires, ce qui ajoute de la complexité, du coût et des défis en matière d'étanchéité et de maintien du vide. Les roulements sans contact, tels que les roulements magnétiques, éliminent la friction mécanique, mais nécessitent des systèmes de contrôle complexes et de l'énergie pour maintenir la lévitation. Ces pertes signifient que les volants d'inertie ne sont pas idéaux pour le stockage d'énergie à long terme. Ils excellent dans les applications de courte durée nécessitant des impulsions de puissance rapides, comme le lissage des fluctuations de réseau ou la récupération d'énergie au freinage. Passons aux systèmes de stockage par pompage hydraulique, PHS, qui sont à ce jour la méthode de stockage d'énergie à l'échelle du réseau la plus répandue et la plus mature. Les défis ici sont d'une autre nature. Le plus fondamental est la dépendance géographique. Les PHS nécessitent 2 réservoirs d'eau à des altitudes différentes avec un dénivelé suffisant pour générer une pression hydrostatique significative. La disponibilité de sites appropriés est limitée et souvent ces sites se trouvent dans des zones montagneuses ou des régions éloignées, ce qui peut soulever des problèmes environnementaux, sociaux et logistiques. La construction de ces installations implique des travaux de génie civil massifs, incluant des barrages, des tunnels et des centrales souterraines. Ces projets sont coûteux, prennent beaucoup de temps à construire et sont sujets à des retards. Les impacts environnementaux sont également considérables, altération des écosystèmes fluviaux, modification des régimes hydrologiques, submersion de terre.
La sédimentation dans les réservoirs est un problème à long terme qui réduit la capacité de stockage et nécessite des dragages coûteux. La flexibilité opérationnelle des PHS est aussi un point à considérer. Bien qu'ils puissent démarrer et arrêter relativement rapidement par rapport à d'autres centrales thermiques, ils ne sont pas aussi réactifs que les batteries pour des réponses de l'ordre de la milliseconde. De plus, leur efficacité globale est généralement de l'ordre de 70 à 85%, ce qui signifie qu'une part significative de l'énergie est perdue à chaque cycle de pompage et de turbinage, principalement dû aux pertes par friction dans les conduites et aux inefficacités des pompes et des turbines. Les systèmes de stockage par air comprimé, CAES, offrent une alternative au PHS dans les régions où l'eau est rare. Ils stockent l'énergie en comprimant de l'air dans des cavernes souterraines, des aquifères ou des réservoirs artificiels. Le principal défi des CAES conventionnels est leur faible efficacité énergétique et leur dépendance aux combustibles fossiles. Lorsque l'air est comprimé, il chauffe. Dans les systèmes diabatiques, DCAES, cette chaleur est dissipée dans l'environnement, ce qui représente une perte d'énergie substantielle. Lors de la détente, l'air refroidit rapidement et pour qu'il puisse faire tourner une turbine, il doit être réchauffé, généralement par combustible de gaz naturel. Cela signifie que l'énergie stockée n'est pas purement renouvelable et que l'efficacité du cycle est compromise par les pertes de chaleur et la nécessité d'un apport d'énergie externe. Les systèmes CAES adiabatiques, ACAES, tentent de surmonter ce problème en stockant la chaleur générée pendant la compression et en la réutilisant pendant la détente. Cela nécessite des systèmes de stockage de chaleur massifs et efficaces, comme des lits de roche ou des sels fondus. Le développement de ces systèmes est complexe et coûteux. Les matériaux pour le stockage de chaleur doivent résister à des cycles thermiques répétés sans dégradation significative. L'intégration de ces sous-systèmes, l'isolation thermique et le contrôle des flux d'énergie thermique présentent des défis d'ingénierie importants. De plus, la taille des cavernes souterraines ou des aquifères disponibles pour le stockage de l'air est une contrainte géographique et géologique. La stabilité de ces formations souterraines doit être assurée sur des décennies. La présence de fuites d'air est un problème potentiel qui réduirait l'efficacité du système et pourrait compromettre la sécurité. Les systèmes de stockage par gravité, souvent basés sur l'élévation de masses solides, constituent une autre approche. L'exemple le plus simple serait des blocs de béton soulevés par des crues. Le défi ici est la faible densité énergétique volumique de la plupart des matériaux solides. Pour stocker des quantités significatives d'énergie, il faudrait soulever des millions de tonnes de matière à des hauteurs considérables. Cela implique des structures de soutien massives et des mécanismes de levage d'une taille et d'une puissance sans précédent. Les matériaux de construction des tours et les mécanismes de levage doivent résister à des forces et usures énormes. La surface au sol requise pour une telle installation est également très importante. De plus, l'efficacité des opérations de levage et d'abaissement est limitée par les pertes par friction dans les moteurs, les engrenages et les câbles. La vitesse à laquelle ces systèmes peuvent décharger de l'énergie est également limitée par la capacité de leur mécanisme de conversion. Ils sont généralement adaptés à des applications de stockage à plus long terme et de grande capacité, mais leur réactivité et leur puissance instantanée peuvent être inférieures à d'autres technologies. Les systèmes de stockage par ressort, bien que conceptuellement simples, sont confrontés à des limites sévères en termes de densité énergétique. Les ressorts métalliques ne peuvent stocker qu'une quantité relativement faible d'énergie par unité de masse ou de volume avant d'atteindre leurs limites élastiques et de se déformer plastiquement ou de se briser. L'énergie stockable est proportionnelle à la constante de raideur du ressort et au carré de la déformation. Les composites avancés peuvent offrir une légère amélioration, mais la densité énergétique reste bien inférieure à d'autres méthodes. Les cycles de charge-décharge répétés peuvent également entraîner une fatigue du matériau du ressort, réduisant sa durée de vie utile et sa capacité de stockage au fil du temps. Ces systèmes sont donc confinés à des applications de très faible puissance et de courte durée, comme les jouets mécaniques ou certains mécanismes de chronométrage. En général, pour toutes ces méthodes mécaniques, les défis transversaux incluent l'efficacité de la conversion d'énergie. Chaque étape de la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique, puis de nouveau en énergie électrique, entraîne des pertes. Les génératrices et les moteurs ont leurs propres efficacités, qui sont rarement de 100%. Les pertes par effet Joule dans les conducteurs électriques, les pertes par friction dans les paliers et les engrenages, et les pertes par hystérésis et par courant de Foucault dans les matériaux magnétiques contribuent tous à réduire l'efficacité globale du cycle. Le coût des matériaux est un facteur prépondérant. Pour les volants d'inertie, les composites de carbone à haute résistance sont coûteux. Pour les PHS, le béton, l'acier et les coûts d'excavation sont considérables. Pour les CAES, les matériaux pour le stockage de chaleur et les turbines spécialisées peuvent augmenter les coûts. Les coûts de maintenance et la durée de vie utile des équipements sont également des considérations économiques cruciales. Les composants rotatifs à haute vitesse, les barrages, les cavernes souterraines, tous nécessitent une surveillance et une maintenance régulière pour leur sécurité et leur performance. Enfin, l'empreinte spatiale de ces installations est souvent une contrainte.
Les centrales PHS occupent de vastes étendues de terrain pour les réservoirs. Les CAES nécessitent des formations géologiques souterraines spécifiques. Les volants d'inertie, bien que plus compacts individuellement, nécessitent des systèmes de contrôle et de confinement pour la sécurité. Cette empreinte peut être un obstacle majeur dans les régions densément peuplées ou écologiquement sensibles. En synthèse, les méthodes mécaniques d'accumulation d'énergie, bien que éprouvées et fiables dans de nombreux cas, sont intrinsèquement limitées par des lois fondamentales de la physique et les propriétés des matériaux. Les compromis entre densité énergétique, puissance, efficacité, coût, durée de vie et empreinte environnementale sont inévitables. La recherche continue dans les nouveaux matériaux, les conceptions optimisées et les systèmes de contrôle avancés visent à repousser ces limites, mais les défis techniques demeurent considérables et complexes. Dans le vaste domaine de l'ingénierie et de la physique, l'accumulation d'énergie est une problématique centrale, dictée par la nature intermittente de nombreuses sources d'énergie renouvelables et par la nécessité de disposer de réserves pour répondre aux pics de demande. Parmi les multiples approches, les méthodes mécaniques se distinguent par leur robustesse, leur longévité et, dans certains cas, leur capacité à stocker des quantités massives d'énergie sur de longues périodes. Ces méthodes transforment l'énergie en une forme qui peut être conservée grâce à un déplacement physique ou une déformation, puis reconvertie en électricité ou en d'autres formes utiles au moment opportun. L'une des techniques les plus anciennes et les plus intuitives est le stockage par pompage-turbinage. Ce système, qui s'apparente à une batterie hydraulique géante, exploite la gravité. Lorsque l'électricité est abondante et bon marché, généralement pendant les heures creuses ou lorsque la production d'énergie renouvelable est élevée, l'eau est pompée d'un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur. Cette opération consomme de l'énergie, mais elle la stocke sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. Lorsque la demande d'électricité augmente ou lorsque les prix de l'énergie sont élevés, l'eau est libérée du réservoir supérieur et s'écoule à travers des turbines, générant de l'électricité. L'efficacité des systèmes STAP peut atteindre 70 à 85%, ce qui en fait l'une des technologies de stockage d'énergie à grande échelle les plus matures et les plus déployées. Des exemples emblématiques incluent le barrage de Bath County aux États-Unis ou le projet de Nantes de Drance en Suisse. Leur principal inconvénient réside dans les contraintes géographiques. Ils nécessitent 2 réservoirs à des altitudes différentes et une topographie adaptée, ce qui limite leur implantation et soulève parfois des préoccupations environnementales et sociales liées à la création de ces infrastructures. Une autre méthode mécanique d'accumulation d'énergie, moins dépendante de la géographie, est le stockage d'énergie par air comprimé, KS. Dans ce concept, l'énergie électrique est utilisée pour comprimer de l'air qui est ensuite stocké dans de grandes cavités souterraines comme des cavernes de sel, des aquifères ou d'anciennes mines. Lorsque l'énergie est nécessaire, l'air comprimé est libéré, chauffé, souvent avec du gaz naturel pour améliorer l'efficacité, et détendu à travers une turbine pour générer de l'électricité. Les systèmes KS offrent des capacités de stockage importantes et des temps de décharge relativement longs, de l'ordre de plusieurs heures. 2 installations commerciales existent actuellement, Macintosh en Alabama, États-Unis, et Hunterf en Allemagne. L'efficacité aller-retour des systèmes KS conventionnels se situe généralement entre 40 et 50%, mais des avancées technologiques, notamment le KS adiabatique, ACAS, qui cherche à récupérer et réutiliser la chaleur générée lors de la compression, promettent d'améliorer cette efficacité à plus de 70%. L'ACAS élimine également la dépendance au gaz naturel, réduisant ainsi l'empreinte carbone et les coûts opérationnels. Les défis pour le KS incluent la recherche de sites géologiquement appropriés et la gestion des pertes thermiques. Le stockage par volant d'inertie ou flywheels représente une approche différente. Ici, l'énergie est stockée sous forme d'énergie cinétique dans une masse en rotation rapide. Lorsqu'un excès d'énergie est disponible, un moteur électrique accélère un volant d'inertie lourd à des vitesses très élevées, parfois des dizaines de milliers de tours par minute. Cette énergie cinétique est ensuite récupérée en utilisant le volant comme générateur pour produire de l'électricité. Les volants d'inertie modernes sont souvent fabriqués à partir de matériaux composites légers et résistants et tournent dans un environnement sous vide ou dans des paliers magnétiques pour minimiser les pertes par frottement. Ils sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant des cycles de charge et de décharge rapides et fréquents, comme la régulation de fréquences sur les réseaux électriques, l'alimentation sans interruption pour les centres de données ou la récupération d'énergie au freinage dans les transports. Leur durée de vie est longue avec un nombre de cycles de charge et de décharge potentiellement illimité.
Cependant, leur capacité de stockage est généralement plus limitée que celle du pompage-turbinage ou du KS, et l'énergie se dissipe progressivement en raison des frottements résiduels nécessitant un apport d'énergie régulier pour maintenir la vitesse. Au-delà de ces technologies établies, la recherche et le développement explorent d'autres méthodes mécaniques. L'une d'entre elles est le stockage par gravité en utilisant des blocs solides. Ce concept, parfois désigné sous le terme de batterie gravitaire, implique l'utilisation de treuils et de drues pour soulever de lourds blocs de matériaux, béton, sable, gravier, lorsque l'énergie est abondante. L'énergie est alors stockée sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle, similaire au pompage-turbinage. Sans l'eau, des entreprises comme Energy Vault explorent cette voie avec des tours modulaires. L'avantage est la flexibilité du site d'implantation et l'utilisation de matériaux locaux potentiellement recyclés. Les défis résident dans l'ingénierie des systèmes de levage et d'abaissement à grande échelle, la maintenance et l'efficacité globale du cycle. Une autre approche émergente est le stockage d'énergie par compression de fluides non gazeux, comme des liquides. Par exemple, le stockage par air liquide ou Liquid Air Energy Storage compresse l'air jusqu'à le liquéfier. L'air liquide est ensuite stocké à très basse température dans des réservoirs isolés. Lorsque l'énergie est requise, l'air liquide est vaporisé et réchauffé, puis détendu à travers une turbine pour générer de l'électricité. Ce processus peut être amélioré en récupérant et en réutilisant la chaleur et le froid des différentes étapes. Cryogenic Energy Storage est une entreprise qui développe cette technologie, offrant une densité d'énergie comparable aux batteries avancées et des sites d'implantation flexibles car il ne dépend pas de la géologie souterraine. L'efficacité aller-retour pour ces systèmes est un domaine de recherche actif avec des objectifs de dépassement de 70%. La géomécanique s'intéresse également au stockage d'énergie. Par exemple, des idées de stockage d'énergie dans des formations rocheuses par le biais de la déformation ont été explorées, mais elles sont encore à un stade très préliminaire. Le concept est de comprimer ou d'étirer des masses rocheuses avec des forces considérables, puis de relâcher cette contrainte pour récupérer l'énergie. Les défis sont immenses en termes d'ingénierie et de faisabilité, mais l'idée illustre la diversité des approches envisagées. L'importance de ces méthodes mécaniques d'accumulation d'énergie ne cesse de croître dans le contexte de la transition énergétique mondiale. L'intégration massive des énergies renouvelables intermittentes telles que le solaire et l'éolien nécessite des solutions de stockage à grande échelle pour assurer la stabilité et la réhabilité des réseaux électriques. Sans capacité de stockage adéquate, l'intermittence des renouvelables peut entraîner des déséquilibres entre l'offre et la demande, des fluctuations de tension et de fréquence et potentiellement des pannes de courant. Les méthodes mécaniques, en particulier le pompage-turbinage et le KS, sont bien positionnées pour ces services de stockage à long terme et à grande échelle. Elles complètent les technologies de batteries électrochimiques qui sont souvent plus adaptées aux applications de courte durée et de réponse rapide. Les considérations économiques jouent un rôle crucial dans le déploiement de ces technologies. Le coût par unité d'énergie stockée en dollars par kilowattheure et le coût par unité de puissance en dollars par kilowatt sont des indicateurs clés. Les systèmes STEP et KS ont généralement des coûts d'investissement initiaux élevés, mais des coûts opérationnels et de maintenance faibles et une très longue durée de vie, ce qui peut les rendre compétitifs sur le long terme. Les volants d'inertie, bien que plus chers par unité d'énergie stockée, peut être économiquement viables grâce à leur capacité à fournir des services de réseau à haute valeur ajoutée et à leur grande longévité. Les nouvelles approches comme les batteries gravitaires ou le stockage par air liquide cherchent à optimiser ces métriques pour s'insérer dans le paysage énergétique. L'impact environnemental est une autre dimension essentielle. Les méthodes mécaniques, une fois construites, ont généralement une empreinte carbone opérationnelle très faible ou nulle, surtout si l'électricité utilisée pour la charge provient de sources renouvelables. Cependant, la construction d'infrastructures comme les barrages pour le pompage-turbinage ou les cavités souterraines pour le KS peut avoir des impacts environnementaux et sociaux qu'il faut soigneusement évaluer. L'utilisation de matériaux, l'occupation des sols, l'impact sur les écosystèmes et les communautés locales sont des facteurs à considérer. Les technologies comme les batteries gravitaires ou qui peuvent utiliser des matériaux recyclés et avoir une empreinte à le sol plus modulable peuvent offrir des avantages dans ce domaine. Enfin, la flexibilité et la modularité des méthodes mécaniques sont des facteurs de différenciation. Alors que le pompage-turbinage est intrinsèquement un projet de grande ampleur avec une localisation spécifique, d'autres technologies comme les volants d'inertie, les systèmes de batteries gravitaires modulaires ou même le KS à petite échelle peuvent offrir plus de flexibilité pour être déployés dans divers contextes. Cette adaptabilité est cruciale pour répondre aux besoins changeants des réseaux électriques et pour décentraliser le stockage d'énergie. En synthèse, les méthodes mécaniques d'accumulation d'énergie constituent un pilier essentiel du futur paysage énergétique. Leur diversité, allant du gigawattheure du pompage-turbinage à la régulation fine des volants d'inertie, en passant par les promesses du KS et des innovations gravitaires ou cryogéniques, offre une panoplie de solutions pour relever les défis de l'intermittence et de la stabilité des réseaux. Les progrès continus dans les matériaux, l'ingénierie et les techniques de récupération d'énergie promettent d'améliorer encore leur efficacité, leur coût et leur durabilité. Le déploiement intelligent et intégré de ces
ces technologies, en synergie avec d'autres formes de stockage et de production d'énergie, sera fondamentale pour la transition énergétique. Vers un avenir durable, l'optimisation des méthodes mécaniques d'accumulation d'énergie s'inscrit comme une composante indispensable.